Bonjour. Allô, Pierre? Tu me disais tantôt, voici le démon de l'outre-tombe. J'espère que tu ne te vois pas de même, sérieusement, Pierre. Ici, l'antre du diable. Hey, Pierre, Écoute, oui? Yves, réellement, je me vois pas de même. C'est pas moi. Moi, je me vois comme quelqu'un qui est ludique, qui a du plaisir, qui est un passionné de ce qu'il fait. Mais il y a certains individus qui essaient de me démoniser, effectivement. Et je les comprends. Je les comprends parce que l'exercice que nous faisons ensemble peut, à un moment donné, se transformer en quelques grains de sable qui pourraient bloquer des engrenages. Je suis bien conscient que le verbe, écoute, de tout temps, le verbe a été craint. Rappelons-nous Voltaire. C'était dans les années 1500, 1400, 1500, Voltaire. Oui. Écoute, Voltaire faisait trembler la monarchie. On l'a emprisonné pour le faire taire. Alors, c'est pas nouveau, là, oui. Et ce fut pas le premier à être enfermé pour avoir déclaré des choses. Quand le peuple, et appelons-le le patronat, décide que une chose doit être, t'as pas intérêt à dire le contraire. Tu sais, il y a des gens qui, et même encore aujourd'hui, hein, ils te signifient que eux, ils ont le droit de réfléchir. Mais quand Galilée a dit que la Terre était ronde, ils l'ont renfermé, hein. Oui. Exactement. Et rappelons-nous à chaque jour Cuba. Oui. Cuba qui est à nos portes. Cuba qui est visité par un pourcentage significatif de touristes. Rappelons-nous et observons Cuba. Il y a à Cuba, les veuves blanches, ce sont les conjointes de journalistes qui ont été enfermés par ce régime de trou de cul parce que simplement ils se permettaient de critiquer, d'émettre certaines critiques de M. Fidel Castro. Mais vous allez là, les amis, vous promener. Vous allez vous promener dans un endroit où il n'y a aucune liberté d'expression. Et celui qui se permet ne serait-ce que le 1/100 de la liberté d'expression de Mayou est enfermé à vie et il n'y aura même pas de procès. C'est une réalité, ça. Malgré les nombreuses visites, celles d'hier, celles d'aujourd'hui et celles de demain en ce qui te concerne, à la Cour, pour défendre ton point, malgré le fait que le titre qui est tien, qui est celui de médecin, ajouter à ça une spécialisation importante en psychiatrie, médecin traitant psychiatre, qui est mise en veilleuse, malgré les nombreuses poursuites pour des déclarations dites indécentes, tu poursuis à dire que Mayou a droit de parole et continuera à être ce qu'il était hier, demain. Ouais, c'est que, écoute, Yves, lors de mon dernier passage au tribunal des professions le 24 mars, le tribunal des professions, c'est l'instance qui est au-dessus, l'instance d'appel au-dessus des conseils de discipline de chaque ordre professionnel. Et le tribunal des professions, c'est un organisme sérieux, 11 juges de la Cour du Québec qui siègent au Palais de justice de Montréal. Et l'avocat du syndic a plaidé qu'en devenant médecin, je renonçais à ma liberté d'expression. C'est tout de même. Alors, et moi, j'ai dit, attendez un petit peu, là, on va jaser de ça. C'est qu'il y avait une renonciation. Le fait de devenir médecin au Québec impute une renonciation à sa liberté d'expression. Un instant, tu sais, c'est quand même, écoute, je comprends la neutralité du rôle d'un juge, mais d'affirmer haut et fort qu'en devenant médecin, il y avait une renonciation à la liberté d'expression, ben voyons. Écoute, c'est vraiment, en tout cas, c'est très particulier. Et moi, de rétorquer, Yves, alors, si tel est le cas,
qu'on m'amène les normes écrites qui reflètent cette renonciation-là, que sont les normes de la profession, eu égard ou à ce qui concerne la liberté, les restrictions de liberté d'expression auxquelles j'ai adhéré en devenant médecin. Tu sais, c'est vraiment... En tout cas, j'ai trouvé ça, là, fascinant que dans un pays comme le nôtre, qu'un avocat plaide devant une instance d'appel qu'en devenant médecin, on renonçait à notre liberté d'expression. Voyons. En tout cas, j'ai trouvé ça intéressant, Yves. Est-ce qu'il n'y avait Alors, pas... Tu voulais me parler de pelule le matin, là. Parlons de pelule un peu, là, Oui. On va parler de politique après, là. Oui. La firme, il faut que je te parle de Johnson & Johnson, parce que je sais que toi, tu me disais, dans ta pratique, que tu étais en fait en faveur, ou s'il y avait une façon d'opérer pour toi que tu aimais bien, à laquelle tu adhérais, c'était celle de l'injection, qui était plus durable. Alors, il y a un médicament pour la schizophrénie, spécifiquement, qui appelle le Xéplion, contre la schizophrénie. Qui s'appelle comment? Qui s'appelle le Xéplion, Xeplion. Alors, c'est Johnson & Johnson qui a indiqué mercredi que 17 personnes étaient décédées au Japon, précisément, après avoir reçu une injection de son médicament Xéplion contre la schizophrénie, depuis qu'il a été rendu disponible dans l'archipel, donc en novembre dernier. La firme a de ce fait informé le corps médical japonais d'utiliser le Xéplion palmitate de palipéridone. J'ai de la misère à dire ça parce que c'est pas commun pour moi. Palipéridone, ouais. Palipéridone, c'est bien ça, avec beaucoup de précautions, même si elle ignore encore si elle est ou non responsable des décès des patients. Le traitement a été prescrit à 10 700 personnes depuis sa mise sur le marché le 19 novembre 2013. Les causes des 17 décès comprennent notamment des infarctus du myocarde, embolie pulmonaire et suffocation après vomissement. Dans de nombreux cas, les décès sont survenus environ 40 jours après les injections du médicament. L'avis de rappel aux médecins de bien tenir compte du fait que la substance reste dans le corps pendant au moins 4 mois après avoir été injectée et les invite à rester alertes au sujet des possibles effets secondaires. Je ne sais pas si toi tu connaissais le Xéplion. Non, je ne le connais pas sous ce nom-là, mais la palipéridone, oui. Okay. Alors, c'est un antipsychotique qui est utilisé depuis un certain temps. Maintenant, c'est très sérieux, c'est à prendre au sérieux. S'il y a eu 17 décès, c'est beaucoup. Il y a peut-être quelque chose qui se passe là. On dit parlons pour rassurer. OK, c'est un nouveau. Oui. C'est un antipsychotique récent. Et j'aimerais rassurer tous ceux qui sont aux injectables, aux antipsychotiques injectables autres que la palipéridone ou qui prennent des produits autres par la bouche que ce produit-là. Ceux qu'on utilise le plus, la première génération d'antipsychotiques comme le Modécat, le Fluoxol, le Clopixol dépôt, sont d'une sécurité incroyable. OK. Alors, si vous prenez les plus anciens antipsychotiques, je peux vous assurer qu'ils ont été utilisés sur des centaines de milliers de personnes avec un niveau de sécurité extrêmement rassurant. Alors, c'est une bonne formule que sont les antipsychotiques en injection aux 2-3 semaines. C'est un excellent produit. C'est une belle façon de juguler la schizophrénie chronique ou la schizophrénie qui est plus difficile à contrôler que ceux qui répondent à la prise de médicaments par la bouche. Est-ce que le phénomène dont on parle régulièrement, le placebo, dans le cas de ce médicament-là, on dit palmitate de palipéridine, qu'on l'appelle précisément, est-ce qu'il a été, quand on met un médicament sur le marché habituellement, j'ose croire qu'on en connaît la validité quand on est rendu? Non, Yves, c'est que lorsque les médicaments sont mis sur le marché pour l'être humain, ils ont été testés sur des animaux de laboratoire, sur des souris ou des singes. Yves, comment tu veux mettre un médicament sur le marché pour les êtres humains sans l'essayer sur les humains? Oui, effectivement.
Oui, je comprends. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Et c'est à utiliser un produit qu'on en connaît graduellement tous les effets secondaires, avec le temps. Surtout... Alors oui, lorsqu'on prend des médicaments nouveaux, soyons bien conscients que nous sommes des rats de laboratoire. Une forme de certain point. Ouais. Et dans les produits que toi tu utilises, tu dis, bon, ben on le fait depuis de nombreuses années et les effets sont bénéfiques et ne donnent pas d'effets secondaires. Tu sais, des fois, on dit, bon, ben le phénomène d'accoutumance, tu sais, il y en a que c'est simplement par le biais de Advil, ils vont développer une habitude à ça. Aucun phénomène de tolérance et d'accoutumance avec les antipsychotiques. OK. Ce qui veut dire que par tolérance, on veut dire, on signifie que avec le temps, ça prend une plus haute dose pour donner le même effet. Ce n'est pas le cas avec les antipsychotiques. C'est uniquement la sévérité de la maladie et les variations individuelles de cerveau humain, de réponse humaine à ces produits-là, qui fait la différence. Il n'y a pas de tolérance. Deuxièmement, zéro accoutumance aux antipsychotiques qui sont utilisés pour traiter la schizophrénie. Zéro accoutumance. Donc, ce qui veut dire que tous les patients qui arrêtent leurs produits, qui arrêtent leurs injections ou qui arrêtent leur médication par la bouche, n'auront aucun sevrage. Ce à quoi ils s'exposent, cependant, Yves, ils s'exposent à une rechute de leur maladie psychotique. OK. Donc, il n'est pas vrai que, parce que souvent on entend ça, là, c'est de commune mesure, je suis sur un barème médicamenteux, je fais une dépression, je prends l'Effexor, ça devient très difficile de débarquer d'une prescription comme celle-là, il faut le faire graduellement. Et j'ai l'impression qu'on a, l'opinion populaire veut que tu prends des antidépresseurs, tu seras tenu de toujours en prendre. Sinon que... Non, attends un petit peu, là, tu viens d'introduire une autre famille, là. Okay. Moi, je parlais des antipsychotiques ou neuroleptiques, c'est la même chose. Okay. Ça, c'est pour traiter la schizophrénie. Okay. Les antidépresseurs, c'est contre la dépression. C'est une autre histoire. C'est une autre famille de médicaments. Effexor, Luvox, Celexa, etc. Là, ça, c'est une autre grande famille de médicaments. Et pour ceux qui souffrent de dépression, habituellement, lorsqu'ils arrêtent leurs antidépresseurs, il n'y a pas d'effet de sevrage. Okay. Je ne veux pas dire de l'arrêter, mais il n'y en a pas. Cependant, si vous prenez un antidépresseur parce que vous êtes anxieux et que l'antidépresseur diminue un peu votre anxiété, il est évident que lorsque vous allez arrêter votre antidépresseur, vous allez redevenir anxieux. Alors, et là, il y a une confusion entre un mini-sevrage chez certaines personnes à l'antidépresseur et une résurgence de l'anxiété qui était là avant de prendre l'antidépresseur. Parce que il y a une marée humaine au Québec qui bouffe des antidépresseurs pour contrer leurs angoisses. Ce produit-là n'a pas été fabriqué, n'a pas été inventé à cet égard-là, à cet effet-là. Mais la raison pour laquelle les antidépresseurs sont prescrits pour contrer l'anxiété, c'est que les anxiolytiques, les produits pour contrer l'anxiété, Valium, Ativan, Rivotril, c'est des maudites cochonneries qui ont une accoutumance écœurante chez beaucoup de monde, à telle enseigne que quand il y a beaucoup de personnes qui commencent l'Ativan, qui sont plus jamais capables de l'arrêter de leur vie jusqu'à leur mort. Même chose avec le Rivotril. Et ces produits-là, vois-tu, donnent aussi un phénomène de tolérance. C'est-à-dire qu'après quelques semaines, on doit augmenter le dosage. Ce qui fait en sorte que j'ai déjà vu un patient qui, à Québec, de Québec même, qui prenait 800 comprimés d'Ativan par mois. 800. Il se faisait fournir ça par 4 pharmacies. En tout cas, il y avait tout un 200, système. C'est 200 pilules par semaine. Ouais. C'est quasiment... Il en prenait 800. Épouvantable. J'ai procédé à une expertise de ce cas-là. C'est pas du oui-dire. Non. C'est le patient qui me le dit, puis il s'en procurait.
Pourquoi on prescrit... Autrement dit, ils deviennent l'équivalent de alcooliques. Ben oui. Okay? Ah oui, ah oui. Ils deviennent alcooliques à l'Ativan, au Rivotril ou au vieux Valium. Toxicomanes. C'est pas tout le monde, mais ça peut arriver. Alors, ce produit-là ne doit pas être consommé et il s'adonne que l'Ativan, l'anxiolytique, est le 4e médicament le plus bouffé au Québec. Alors qu'au Canada, il est au 7e rang. La Québécoise mange de la pilule. Yves, c'est hallucinant. Ben, on l'a dit régulièrement, on discutait ensemble de tout près de 6 millions d'ordonnances au Québec, même ça allait jusqu'à 8 millions 2010-2011, là, fallait décortiquer un peu. Oui, uniquement pour les antidépresseurs. Oui. Là, ça incluait pas l'Ativan et les anxiolytiques. Qui ne sont pas des antidépresseurs. Non, pas au contraire, ils sont des dépresseurs. OK, oui, il y en a. Alors, l'Ativan, le Cerax, le Xanax, si vous en bouffez 3-4 comprimés par jour, vous allez pleurer à tous les jours, vous allez être déprimé. En plus. C'est pas une belle famille de médicaments. C'est pour ça que les médecins se sont rabattus sur le Paxil, l'Effexor, le Luvox, pour son petit côté anxiolytique. Comprends-tu? Ces produits-là étant d'abord pour lutter contre la dépression, et ils ont un petit côté anxiolytique, diminue un peu l'angoisse. Alors, compte tenu que les anxiolytiques étaient pharmacodépendants de façon écœurante dans beaucoup de cas, on a eu tendance à s'en éloigner, mais pas tellement fort, puisque l'Ativan demeure le 4e médicament le plus prescrit au Québec. Pourquoi prescrit-on ces médicaments si les gens d'expérience comme toi, après de nombreuses années de pratique, seraient capables d'amener une étude à dire voilà un médicament qui est davantage néfaste que salvateur pour les patients? Pourquoi continue-t-on de le prescrire? Entre médecins, vous devriez vous parler, vous dire j'ai une expérience. Non, c'est parce que ça fait du bien aux médecins. Alors, un médecin garde sa clientèle, ça fait du bien au médecin. Si un médecin est anxieux, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prescrire un anxiolytique à son patient. OK. Alors, souvent, l'anxiolytique est prescrit pour soulager l'anxiété des médecins, et surtout des femmes médecins. Et d'après moi, les femmes médecins sont plus facilement anxieuses avec leur clientèle et prescrivent davantage de ce type de médicaments-là. Alors, je soupçonne qu'avec l'augmentation de la féminisation de la médecine, il y a une augmentation de la pilule prescrite au Québec. T'as toujours dit ça, Pierre. Ouais. Et j'ai peur d'avoir raison. Je crains d'avoir raison. Alors, lorsqu'un médecin ne sait pas quoi faire face à un patient qui est en détresse, il va soulager sa propre angoisse pour pouvoir dormir le soir en assommant son patient avec un anxiolytique, l'Ativan, le Rivotril, de l'Imovan, des gugus comme ça. Mais il y a là-dedans, Pierre, un abandon total je te dirais, d'éthique envers la profession, qui est de ne pas me satisfaire moi, mais de faire ce que je dois faire pour mon patient, le guérir, entre autres, et minimiser les chances qu'il soit altéré, avec son problème. Parce que si je prescris un médicament, genre l'Ativan à quelqu'un, que je sais devenir une béquille néfaste, ben je le ferai pas. C'est pas moi qui dois être soulagé, c'est le patient qui vient me voir. Mmh. C'est en partie ça. C'est en partie ça. Le médecin qui est mal individualisé, qui n'a pas suffisamment d'estime de lui-même ou d'elle-même, va avoir tendance à prescrire davantage de pilules que l'individu, que le médecin qui est bien individualisé, qui est bien dans sa peau et qui a une bonne estime d'elle-même ou de lui-même.
qui est stable émotivement à l'intérieur de lui, mais c'est quand même paradoxal d'entendre parler le docteur Mailloux, sur lesquels on suspend son droit de pratique en raison des extradoses. Donc, ce qu'on dit dans l'opinion populaire, c'est qu'il prescrit n'importe quoi et beaucoup trop de doses à du monde pour qui il ne devrait pas, et que par ricochet, sous un autre plan, c'est lui qui nous dit le Rivotril, les activants, c'est de la merde et je ne prescrirai jamais ça. Ouais. Tout ce que je fais avec les anxiolytiques, c'est que je renouvelle des prescriptions chez ceux qui sont drogués à ces produits-là et qui sont incapables de les abandonner. Alors, j'ai quelques patients où je vais renouveler ces produits-là, mais je ne donne jamais ce produit-là de nouveau. J'ai à peu près jamais prescrit ça à un patient qui n'en prenait pas de ma carrière. Donc, pas de sevrage possible? Ben, écoute, parce que j'ai dû sevrer, entre autres, une jeune femme qui avait été mise au Rivotril. Elle avait tué son enfant, puis le savant psychiatre en prison l'avait démarré sur le Rivotril. Et lorsque j'ai essayé de cesser ce produit-là, elle était debout sur son lit, puis voyait des rats en dessous de son lit. Bon. Alors, non seulement elle était en sevrage, mais elle était en délirium. En délirium très mince, comme certains alcooliques lorsqu'ils arrêtent de boire. Exact. Alors, elle voyait des rats. Puis elle souffrait pas de schizophrénie, elle était en délirium. Et effectivement, Yves, on m'accuse, et c'est vrai que je donne, depuis 34 ans, j'ai prescrit des doses massives, très élevées d'antipsychotiques chez des individus sévèrement atteints de schizophrénie qui n'étaient pas contrôlés par des doses plus petites. Alors, il y a uniquement une seule famille de médicaments que je donne à des mégadoses, ce sont des antipsychotiques. OK? Chez des personnes sévèrement atteintes de schizophrénie, d'autisme ou des déficients intellectuels qui sont extrêmement agités, dangereux. Alors, c'est ce que j'ai fait. Par contre, je suis probablement le psychiatre qui a prescrit le moins de médicaments de toutes les autres familles au Québec. Ah. Et particulièrement les anxiolytiques, j'ai à peu près jamais prescrit. Et je suis probablement le psychiatre au Québec qui en a le moins prescrit dans sa carrière. La même chose avec les antidépresseurs. Je préfère de beaucoup, dans la plupart des cas de dépression, utiliser l'approche analytique que la pilule. Pierre, je ne sais pas pourquoi, je peux pas te dire d'où ça vient nécessairement, mais j'ai toujours eu confiance aux choses innées, qu'elles soient positives ou négatives. Tout ce qui est inné, habituellement, est très vrai. Moi, même sur l'aspirine, je crains les médicaments. Est-ce que c'est une qualité? Oui. Qu'il y ait une certaine réticence, une certaine crainte, une certaine réticence à prendre des médicaments, c'est excellent. C'est un bon réflexe. Parce que tous ces produits-là ont des effets secondaires. Alors, l'aspirine, il y a beaucoup de personnes qui prenaient de l'aspirine comme des bonbons et qui se sont ramassées avec un ulcère d'estomac qui s'est perforé. Alors là, on parle, si vous avez une ulcère dans l'estomac et que ce trou-là perce la paroi de l'estomac, vous allez saigner dans votre ventre et si vous n'êtes pas proche d'un hôpital, vous allez mourir. Deuxièmement, si vous laissez traîner votre bouteille d'aspirine puis qu'un enfant mange toute la bouteille comme des bonbons, vous pouvez le retrouver mort. Alors l'aspirine peut tuer. Une bouteille d'aspirine, c'est toxique. Même si c'est en vente libre, les aspirines ne sont pas du bonbon doux. Maintenant, les anthrophènes, qui est de l'aspirine enrobée, on les a enrobées pour qu'elles arrêtent de causer des ulcères dans l'estomac et dans l'intestin. OK. Je crains tous les médicaments. Je connais quelqu'un qui a développé une accoutumance à ce qu'on appelle les Dorm-Aid, les espèces de petits comprimés qui, sans prescription, pour dormir, des donners, on doit les appeler ainsi, devenir complètement addicted à ça. Et je te dirais, chez lui, une performance au niveau de la mémoire qui est devenue diminuée d'à peu près 30 à 40 %, là, était plus capable de se défaire de ça. C'est malade.
Moi, c'est ma crainte. Qu'est-ce qu'il y a dans ce n'est probablement pas un produit prescrit, c'est un produit sur le comptoir. Exact, c'est un produit sur le comptoir. Et la plupart de ces produits-là contiennent des antihistaminiques. Tu sais, les fameux produits pour soulager le rhume, là. Oui. Les antihistaminiques, toute la famille des antihistaminiques, et il y en a plusieurs. Ces produits-là, chez beaucoup d'êtres humains, donnent de la somnolence. Oui. Alors, tu fais le lien. Antihistaminique contre le rhume donne de la somnolence. J'ai un problème de sommeil. Je prends l'antihistaminique pour m'endormir. Et les antihistaminiques, on n'a pas besoin de prescription. Par contre, il y a des individus qui peuvent devenir très dépendants aux antihistaminiques. Oui, dormant. En fait, il y en a un qui est très populaire, qui s'appelle le Advil Nuit. Et qui se prend donc avant le coucher et qui permet de dormir pour les gens qui ne dorment pas, mais j'en reviens à ça. C'est même ça, je crains ça. C'est mon instinct premier. Je suis réticent. Alors, tu as un très bon réflexe pour ces cochonneries-là. Oui. Alors, à éviter à tout prix, parce que, oui, il y a beaucoup d'êtres humains qui vont rester accrochés à ça, puis seront plus capables d'arrêter. Effectivement. Alors, même ce n'est pas parce qu'un produit n'est pas prescrit et sur le comptoir à la pharmacie qu'il n'y a pas de danger. Oui. Écoute, ici à Mauricie, il y a 6-7 ans, il y a 2 femmes à Shawinigan qui se sont ramassées, la mère et la fille. La mère et la fille qui avait dans la vingtaine, sa mère se sont ramassées à l'urgence de l'hôpital de Shawinigan. Ça a passé dans une nouvelle liste parce qu'elles avaient pris des gouttes homéopathiques. Et ils avaient pris la bouteille. Et on n'a aucune idée quelle maudite cochonnerie, mais les deux se sont ramassés, intoxiqués, solides et très malades à l'urgence de l'hôpital de Shawinigan. Ça avait passé dans le Nouvelliste il y a plusieurs années. Pour envoyer un signal très clair, faites attention, gang de zouf, quand vous prenez des cochonneries, là, il y a du n'importe quoi là-dedans. Ben oui. Puis les gouttes homéopathiques, il y a des produits actifs. Il y a des produits, si vous en prenez un peu trop, qui peuvent vous intoxiquer. Alors oui, tu as raison, ton réflexe d'éviter les cochonneries, puis autant que possible, la plupart des médicaments, à moins que ce soit vraiment, vous en prenez un, vous savez pourquoi vous le prenez, puis le médecin, il a fait une bonne investigation. Alors oui, il y a des médicaments qui ont avantage à être consommés. Quelqu'un qui fait du diabète, il a avantage à bien prendre soit ses hypoglycémiants ou son insuline, puis tout le kit. Oui, ça c'est pas mal. Il y a des médicaments qui ont amélioré la qualité de vie d'un paquet de monde. Mais que la personne qui prenne le médicament comprenne bien, se le fasse expliquer. Alors, celui-là, je le prends pourquoi? Et de plus en plus, on réalise qu'il y a des personnes âgées qui ont des cocktails de médicaments, Yves, ça n'a pas de calvaire de bon sens. Et en psychiatrie, je dénonce ouvertement la façon suivante chez les psychiatres francophones, chez les psychiatres diplômés des universités francophones du Québec, à l'exception de McGill. Mais sais-tu quelle est l'attitude de beaucoup de psychiatres, particulièrement de femmes psychiatres? Non. Elles vont prescrire, par exemple, un antidépresseur. Ça fait pas effet. La personne ne va pas mieux, ou à peu près pas mieux. Ils en remettent un deuxième. Ils en remettent un troisième. Puis là, ils montent les doses entre-temps. Ils en mettent un premier, ils montent la dose, ça fait pas effet. Ils en rajoutent un deuxième, ils montent la dose, ça fait pas effet. Ils en remettent J'ai eu un patient, il avait une chance qui était solide. Un gars de 6 pieds 2, puis en pleine forme, parce qu'il aurait pu être tué. Sa psychiatre lui avait donné 3 antidépresseurs à dose maximale. Une méga dose d'antidépresseurs. Le type avait été traumatisé dans son enfance. Il n'y a pas de pilule calvaire pour ça. Ben non. Il était découragé, désorganisé, démotivé, un brillant. Parce que il avait été négligé et malmené, maltraité psychologiquement pendant toute son enfance.
Pierre, en conclusion, comment va Pierre Mailloux? Quel est son feeling d'après campagne électorale? Quelles sont tes allégeances, si tu as le goût d'en parler? Comment te sens-tu en tant que Québécois embarqué dans le train libéral pour les 4 prochaines années? Absolument ravi. Absolument ravi. Et interpellé. Alors, comme citoyen, ravi. Maintenant, comme psychiatre, interpellé. Yves, quel est le message que les citoyens de Charlevoix ont envoyé à Pauline Marois? En votant pour une femme de 38 ans, totalement inconnue. Quel message les citoyens de Charlevoix ont-ils voulu envoyer à Pauline Marois? Ça, c'est ma première question. Deuxièmement, la défaite péquiste au niveau provincial, pour ne pas dire le lessivage de ce parti-là, contient un message. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que la collectivité québécoise a voulu dire à ce parti politique-là qu'est le PQ. Je ne sais pas, mais on a une réflexion à faire dans ce sens-là. Et qu'on arrête, s'il vous plaît, qu'on arrête d'essayer de me faire croire que les politiciens du PQ n'ont pas été compris dans leur message. Leur message, il est clair. Mais celui de la collectivité québécoise ne l'est pas. Et on essaie de nous servir des salades ce matin comme explication sous la plume de Richard Martineau. Oui, j'ai vu. À l'effet que la seule chose qui nous lie maintenant est notre amour de nous-mêmes. Le jeu. Oui, mais là, Martineau n'a pas compris que l'esprit de troupeau, c'est malsain pour une collectivité. Et cet individu-là nous ramène dans le passé grégaire québécois, la tribu. Je trouve ça indécent. Il va même jusqu'à dire, écoutez ceci, qu'apprenons-nous à nos enfants à l'école à se fondre dans une histoire? Une culture? Non. À développer leur estime de soi. Si j'ai bien compris, Richard Martineau, dans le Journal de Montréal ce matin, déplore le fait qu'on voudrait que nos jeunes, que nos tout-petits, améliorent leur estime d'eux-mêmes. Ouais. Yves, je ne comprends pas. Je ne comprends pas cet individu-là. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Denise Bombardier. Ah, regarde, oui, j'ai vu. Écrit ce matin. Oh, oui, oui. Les nouvelles descendances refusent donc l'héritage et préfèrent le PLQ de Philippe Couillard, qui les rassure sans doute. Eux, les enfants de l'individualisme et des réseaux sociaux, ces institutions qui sont en train de remplacer la famille. Je suis interpellé doublement par des réflexions qui me font peur. Martineau déplore l'estime de soi d'une personne. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ne sois pas nous, ne sois pas toi, mais sois nous. Ça, là, c'est la forme de culpabilisation dûment instaurée par le clergé et les 3 affaires dont on a fait le tour l'autre fois, qui étaient, entre autres, la pauvreté. Oui. Tu sors pas de la masse, c'est ça, la chasse. Et l'obéissance, tu comprends? Alors voilà, tu restes petit, tu restes commun, c'est la communauté, et tant que c'est pauvre, tu sors pas de la masse, t'es ce qu'il faut être. Comme un dogme qui est instauré où on dit « Je vais te dire comment et quoi penser ». Ben oui.
Écoute, Denise Bombardier, qui dit que les jeunes refusent l'héritage. Les jeunes refusent l'héritage. C'est tout de même, c'est légèrement condescendant. Oui, ils se sont internationalisés. Il y a quelque chose de bon, par contre, dans le texte de Martineau, et peut-être tu vas dire malgré lui, où il dit qu'hier, sur le Mont-Royal, on allait chanter avec Paul Piché, alors qu'aujourd'hui, on a tous nos petits iPods et qu'on écoute Lady Gaga et tout le reste. On s'est internationalisé. On chantait encore les tunes de Ferland Piché-Dubois et Charlebois de Dufresne d'Offenbach. On était 300 000 sur le Mont-Royal à rêver le pays avec nos chanteurs et nos écrivains et nos artistes. La souveraineté surfait sur une énorme vague d'affirmation culturelle. Nous étions fiers de qui nous étions. L'industrie du divertissement aujourd'hui, vague s'est éteinte. La culture québécoise s'est diluée dans la culture mondiale, Pierre. Oh, il y a bien des locaux loquaces ici et là, mais en gros, les jeunes Québécois écoutent la même musique et regardent les mêmes films que les jeunes Italiens, les jeunes Roumains, les jeunes Américains et les jeunes Français. C'est important. C'est le clou de l'histoire, c'est que l'internationalisation, le regard maintenant sur l'autre côté, est maintenant disponible parce que l'instauration du clergé s'est diluée au fil du temps et ça a fait du bien. Ça a donné de l'air aux esprits. C'est ça, la patente. Mais écoute, le spaghetti, ça nous vient d'où, ça? La pizza, oui. Calvaire, ça vient d'où, ça, la pizza? Le burger, hein? Est-ce que nos ancêtres mangeaient de la pizza? Pas jamais de la vie. C'est italien, ça. Oui. Quel est le mets le plus mangé au Québec? C'est pas des patates pilées puis du roast beef. On a été élevés à ça, nous autres. Oui. Patates pilées puis de la viande. Le hachis. C'est pas ça. C'est de la pizza. Oui. Pizza, poulet, poutine. Ça vient d'où, ça, pizza? Pierre Mailloux, merci. Hein, ça vient d'Italie. Alors, avant de déplorer, puis de Offenbach puis tes cossins, là, moi, j'ai jamais adhéré à ça. Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on a le droit de s'intéresser à de la musique qui soit différente ou qui vienne d'ailleurs? Écoute, on a introduit dans notre culture la pizza. Ben, on peut peut-être introduire certaines formes musicales. On n'est pas fermé à ça. Ben oui, Pierre. Et comment l'interdire? Je veux dire, comment refuser ça? Est-ce qu'il y a une menace à la cuisine québécoise parce qu'ils se bouffent de la pizza? Je m'en bien que la pizza, là, je pense que en plus, elle est mauvaise pour la santé. Oui. Alors, il y a une redéfinition. Ce que je veux dire par là, puis on va s'éloigner graduellement de la pizza. Oui. On va la faire beaucoup plus santé. Ne pourrait-on pas utiliser l'exemple alimentaire pour se rassurer sur le plan culturel, M. Yves? Au lieu de se faire les chantres du désastre. Puis ton Mont-Royal avec sa croix, là, il me gosse. OK? C'est pas une place. J'aime beaucoup le Mont-Royal à Montréal, mais la croix, là, écoute, a été mis là. On va en tolérer jusqu'à temps qu'on s'entame, là. Mais de se rassembler sous cette croix-là m'apparaît être une très mauvaise idée. Pierre, merci. Bonne semaine à toi et au plaisir de se reparler. Bye. Bye, Pierre.